Parfait. Eh bien, on va débuter. Alors, je vous présente Patrick Dufaux. Patrick est CRHA et il est aussi fondateur de la compagnie KI Conseil RH. Il est conseiller en ressources humaines agréées, spécialisé dans l'engagement et le mieux-être des équipes et des organisations. Patrick cumule 20 ans d'expérience dans le domaine de la formation et de la relation d'aide, dont 3 ans comme intervenant en santé mentale. Il détient un baccalauréat en psychosociologie et une maîtrise en communication organisationnelle. De 2020 à 2022, il a été chargé de contenus spéciaux pour l'EPL 59, pour la modernisation du régime de santé et sécurité au travail pour l'Ordre des CRHA. Alors, c'est à toi, Patrick. Donc, ça me fait plaisir de clore cette journée, ce colloque sur la santé mentale. Donc, merci Francine pour l'organisation de cet événement virtuel. Bienvenue. Comment je vois ma partie, c'est vraiment la fin où on va imbriquer toutes les pièces du puzzle. On a travaillé beaucoup sur le volet personnel. On a enclenché une prise de sensibilisation là, en travaillant avec le film et en générant certaines émotions. Vous avez eu toutes les autres étapes là, avec Catherine Boulos là, sur les parties, comment on peut accompagner un individu, la partie avec Marie-Ève sur l'empathie, qui sont des éléments intéressants, mais qui s'adressent beaucoup dans la dimension 1 à 1. Moi, ma partie va être plus sur le volet organisationnel, une légère partie légale, donc comme Francine l'a exposé là, dans la présentation, depuis 2018, j'étais impliqué avec l'Ordre des CRHA, donc sur le projet de loi 59, donc qui était la modernisation du régime de santé et sécurité au travail. Et je vais vous introduire un peu les grandes lignes de cette nouvelle loi-là, ou la modernisation de la loi, qui a été fait bien avant la pandémie, mais on dirait que ça a bien à donner là, de rentrer les notions de santé psychologique dans la loi là, pendant et ben, même encore, là, parce qu'il y a des entrées en vigueur qui continuent jusqu'en 2025. Donc, je vous partage déjà quelques informations là. Donc, le thème qu'on a aujourd'hui pour clore cette rencontre-là, c'est vraiment le volet sur concilier la performance et santé organisationnelle, parce que c'est quand même le volet le plus important pour nos organisations, soit qu'on soit au niveau gestionnaire ou qu'on soit au niveau ressources humaines. On veut bien prendre soin des gens, mais on a quand même une obligation de livrer, donc il y a des livrables à fournir, des clients qui attendent, il y a du rendement qui vient avec. Et ce qui nous distingue un petit peu d'une fonction purement relation d'aide ou purement psychologique, là, comme on a eu avec nos deux précédentes intervenantes. Donc, on est pris un peu avec cette épée de Damoclès, ou en tout cas cette double contrainte-là d'être à la fois dans une approche empathique et de performance. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire comme individu dans un poste de gestion et aussi comme organisation pour faciliter ces facteurs-là. Donc, comment on va pouvoir concilier la performance sans accentuer les enjeux de santé psychologique. Donc, je vais commencer avec les nouvelles obligations de la loi. Tantôt, on avait la question, là, je crois que c'était Mélanie là, qui posait la question, comment on peut influencer nos dirigeants à prendre plus considération de la santé psychologique dans nos organisations. Bien, la loi sur la santé et sécurité au travail, donc la partie LSST, qui est la partie prévention, a mis des nouvelles obligations là, depuis octobre de l'année passée, donc octobre 2021.
Il y a des nouvelles, donc là-dedans, on va rentrer, il a été enchâssé dans la loi, là, la notion de santé psychique. Donc, traditionnellement ou anciennement, la loi parlait principalement de santé. On considérait beaucoup la notion de santé à la notion physique, mais là, on l'associe explicitement à la notion physique et psychique des gens. Donc, ça réduit la confusion sur le plan légal. Donc, on a des responsabilités comme organisation à ce niveau-là. Donc, dans les principales nouveautés, là, obligations légales, il y a l'obligation de mettre en place des mécanismes de prévention. Donc, dans cette obligation-là de mécanisme de prévention qui était pas si nouvelle que ça, la particularité, c'est vraiment la notion de prendre en charge l'analyse, les mesures et l'analyse des risques psychosociaux au travail. Donc, l'analyse des risques psychosociaux doit être mesurée et développée dans le programme de santé au travail et dans le plan d'action. Donc, je ne ferai pas nécessairement la distinction entre les deux programmes de prévention, là, le programme de santé et sécurité et le plan d'action. Il y aura peut-être d'autres occasions pour faire cette distinction-là, mais dans l'ensemble, ce que les deux outils, ou en tout cas les deux documents doivent faire, c'est présenter comment vous avez analysé vos facteurs de risque et qu'est-ce que vous allez faire avec un plan d'action, un échéancier, un calendrier d'action. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs organisations qui ne sont pas prêtes du tout et il y en a d'autres qui sont bien avancées, donc ils vont mettre en place des belles activités de prévention sur la santé psychologique, mais ne sont peut-être pas structurés pour répondre aux exigences de la loi. Donc, c'est un peu cet équilibre-là qu'on va adresser aujourd'hui. Comment on va structurer pour que ce que vous faites déjà comme bonne pratique soit valorisé au niveau de la loi. Et si vous ne l'êtes pas, bien, comment on va pouvoir influencer nos décideurs à prendre en charge ces facteurs-là dans l'organisation. Donc, parmi les autres éléments de la santé psychologique et des risques psychosociaux, on a depuis 2021 l'obligation de travailler sur les violences conjugales, donc en télétravail et non en télétravail. Donc, l'organisation a un devoir d'intervenir. C'est quelque chose qui est nouveau. Sinon, on avait déjà depuis 2019, avec les nouveautés ou la modernisation des normes du travail, on avait abordé tout ce qui touchait le harcèlement psychologique et sexuel. Donc, on voit encore l'impact de MeToo sur nos organisations et sur notre société. Donc, c'est important d'avoir des outils de base. Donc, la loi, ce qu'elle exige, c'est principalement avoir une politique sur le harcèlement. Il faut voir qu'avec le temps, les politiques se sont développées. Donc, si vous avez mis en place une politique datant de 2019, il y aura peut-être des mises à jour à faire en termes de spécification, surtout dans le processus de dénonciation et de traitement de la plainte. C'est plus là qu'on voit qu'il y a des améliorations là, suite aux jurisprudences et toutes les situations qui ont découlé médiatiquement là, pour traiter les notions de harcèlement. Donc, plus spécifiquement, donc, le thème de la conférence de fin va traiter sur les principaux facteurs de risques psychosociaux qui devront être documentés dans votre document que vous allez remettre à la CNSST. Donc, les risques psychosociaux, globalement, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les facteurs là, qui peuvent affecter l'individu au travail, donc sur le plan interpersonnel, organisationnel. Ce sont principalement des notions relationnelles et organisationnelles qui impactent le bien-être d'un individu. Donc, rapidement, là, c'est une définition sommaire. Il y a plusieurs outils qui existent déjà pour mesurer les risques psychosociaux. Donc, principalement, il y a la norme canadienne en santé psychologique, qui est une norme qui est pilotée là, par la Commission de la santé mentale du Canada. Cette norme-là est intéressante, elle est bien structurée.
Son inconvénient, là, si on pourrait faire le pour et le contre, c'est qu'elle a plusieurs critères à traiter. Donc, elle a, je pense, c'est 13 ou 16 critères, ce qui fait que comme organisation, ça demande quand même une exigence particulière. Sur d'autres critères de risques psychosociaux, il y avait déjà dans la CNSST 3 critères principaux qui étaient utilisés. Donc, il y avait la violence physique principalement ou la violence qui pouvait découler sur le plan psychologique, mais qui devait découler d'une situation traumatisante. Donc, qu'on va relier avec la notion de choc post-traumatique et bien nécessairement ce qu'on va qualifier de épuisement professionnel, là, qui était une notion qui est définie plus ou moins dans les normes du DSM-5, mais qui sont quand même reconnues par les médecins, donc qui pouvaient être utilisées là, par la CNSST. Ce qui arrive, c'est que la CNSST traitait ces facteurs-là, mais il y avait très peu de cas qui étaient reconnus de leur côté sur la notion d'épuisement professionnel et des autres facteurs de risque psychosociaux. Ce qui arrive à avoir mené à la modernisation, c'est que, il y a des statistiques là, qui démontrent encore, tantôt, je suis en train de chercher les statistiques là, pour nous dire combien est-ce qu'il y a de gens qui sont en dépression versus combien il y a de gens qui sont en épuisement professionnel. Parce qu'on associe beaucoup la santé mentale à des enjeux individuels. On va voir qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont organisationnels. Et qu'est-ce qui distingue l'épuisement, la dépression de l'épuisement professionnel? C'est les facteurs. Est-ce que les facteurs sont dus à la vie personnelle ou est-ce qu'ils sont dus à la vie professionnelle? Et c'est un des facteurs là, qui va distinguer les deux. Une des statistiques que j'ai trouvées qui est sortie en février, c'était 1 personne sur 3 était atteinte de dépression professionnelle. Une autre étude que j'ai trouvée cet après-midi qui était plus récente depuis juin. Donc, la génération, on a parlé beaucoup de génération aujourd'hui, comment ça amenait des visions différentes. Donc, la génération de 18-34 ans était à 41 avait déclaré avoir fait un épuisement professionnel. Donc, c'est un enjeu à considérer quand même. Puis, ce qui a amené le changement à la loi, c'est beaucoup le milieu des assurances. Donc, les assurances qui ont vu leur taux exploser en termes de frais par rapport aux anxiolytiques. Donc, tous les médicaments contre l'anxiété, contre la dépression ont augmenté. Et dans certains cas, ils ont dû intervenir sur des organisations en leur disant « Tu dois changer des choses dans ton organisation parce que tu as un taux surélevé comparativement à d'autres organisations qui ont des enjeux de santé mentale. » Donc, c'est de là que l'approche que moi, je vais vous proposer, qui est basée sur l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique, c'est à développer une grille d'analyse là, en 6 facteurs là, qui vont nous permettre d'identifier les facteurs de risque psychosociaux. Donc, parce que, dans le fond, c'est documenté, il y a des démarches scientifiques qui ont démontré que la santé psychologique au travail est un enjeu pandémique. Ce n'est pas qu'individuel, c'est vraiment des enjeux systémiques et organisationnels qui font en sorte qu'il y a des comportements, puis il y a des troubles qui se créent dus aux facteurs interpersonnels et organisationnels dans nos organisations. Donc, ça, c'était une des premières obligations, donc le facteur de mécanisme de prévention et qui découle vers le programme de santé-sécurité ou le plan d'action qui inclut l'analyse des risques psychosociaux. La deuxième obligation touche les mécanismes de participation. Donc, pour la plupart, je ne sais pas si vous avez dans vos organisations un comité de santé-sécurité au travail. Peut-être dans la zone de clavardage, là, juste nous mentionner si vous en avez un ou pas. Donc, c'est une des obligations que la loi demande d'avoir en place. Donc, ce comité de santé et sécurité au travail
va favoriser les mécanismes de participation. Donc, je suis content de voir que parmi la plupart d'entre vous, la majorité d'entre vous, en tout cas les répondants, mentionnent que oui. Donc, si vous êtes une organisation qui avait moins de 20 employés, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'en mettre un en place, mais c'est fortement recommandé. Et 20 employés et plus, c'est nouvellement obligatoire, tout domaine confondu. Donc, avant, il y avait principalement les organisations qu'on pourrait dire masculines là, qui étaient obligés de faire un mécanisme là, de participation tel que le comité santé et sécurité au travail. Ce qu'on vise avec le comité SST, c'est qu'il y ait une implication des employés dans l'évaluation des risques et aussi dans la co-responsabilité de la prévention. Donc, on veut que ce ne soit pas juste une responsabilité de l'organisation, mais on met en place une structure où les employés peuvent s'approprier aussi les outils d'analyse et de prévention pour les facteurs de risque, l'ensemble des facteurs de risque, dont les risques psychosociaux. Donc, c'était 2 facteurs là, qui étaient importants. L'autre élément qui est important, qui va jouer dans toute la discussion qu'on a eue aujourd'hui, c'est les facteurs de prévention, donc les mécanismes de prévention qu'on doit mettre en place dans l'organisation. Il y a 3 formes de prévention au niveau de la gestion organisationnelle, la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Donc, légalement, ce que la loi nous demande de faire, c'est de la prévention primaire. Donc, la majorité des organisations vont faire beaucoup de prévention secondaire et de prévention tertiaire qui ne sont pas dans nos obligations. Et ça vient un peu compléter les questionnements qu'on avait plutôt que vous aviez là, tout au long de la journée, comment on intervient avec les gens, jusqu'où on doit aller. Bien, nécessairement, votre rôle n'est pas de devenir des psychologues et votre rôle n'est pas de devenir des gens qui vont être en écoute constante avec l'organisation. Tant mieux, c'est des bons comportements et l'empathie va être une compétence essentielle, mais un peu comme Catherine l'a mentionné ce matin, avec la notion de trousse premiers soins et le RCR, quand on vous demande de faire d'être un secouriste en milieu de travail, on ne vous demande pas d'être un ambulancier, encore moins un chirurgien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit avoir les premiers signes, les premiers réflexes pour accompagner ou être avec quelqu'un qui est en souffrance, mais notre rôle principal, c'est d'appeler le 911. Donc, si vous êtes un secouriste en milieu de travail, vous n'appelez pas le 911, puis vous êtes en train de faire l'intervention, vous êtes en train d'arranger une jambe, un bras, peu importe qu'est-ce qui est brisé, mais vous êtes au-delà de votre rôle. Mais c'est la même chose sur le plan du gestionnaire et sur le plan des ressources humaines, c'est que notre rôle n'est pas de supplier, mais de compenser un rôle de psychologue, c'est d'être dans un premier niveau d'écoute pour voir le niveau de souffrance de l'individu et qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan organisationnel pour rencontrer les objectifs de l'organisation sans créer une surcharge ou amener la personne dans un trouble psychologique parce qu'on n'a pas bien réagi. Donc, ça va nous amener à travailler sur la prévention primaire. Puis, ce qui va arriver, c'est que la plupart des organisations, même si on offre beaucoup d'activités en prévention secondaire ou en prévention tertiaire, ce qui va faire en sorte que les gens ne resteront pas dans votre organisation, c'est le manque d'intervention sur le plan primaire. OK? Puis, on va y aller vers qu'est-ce que c'est les interventions primaires dans quelques instants. Donc, on va associer aussi beaucoup le niveau d'intervention primaire, secondaire et tertiaire, mais davantage la notion de prévention primaire presque aux mêmes facteurs qui vont jouer sur l'expérience employée, donc qui vont être aussi des facteurs d'attraction et de rétention. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, au fond, pour bien travailler dans vos organisations, c'est se sentir en sécurité psychologique, de sentir qu'ils peuvent bien faire le travail, qui ne sortiront pas de leur travail, de leur journée de travail avec des blessures physiques ni psychologiques.
C'est ça qu'on doit être capable de leur garantir. Donc, on va pouvoir aller voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est comme facteur. Oups, non, c'est de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qui était important par rapport à la loi? C'est de rentrer dans la prévention primaire. La prévention primaire, c'est tout ce qui est en amont des risques de maladie. Ce qu'on veut éviter sur le plan de la santé psychologique, ce n'est pas que l'épuisement professionnel, c'est la fatigue accrue, le stress accru. Donc, si les gens sont longtemps fatigués, deviennent plus anxieux, vont avoir des enjeux de santé psychologique, donc vont avoir ce qu'on va appeler une santé psychologique plus fragilisée, vont vivre des émotions négatives sur le long terme, et plus ça va avoir des impacts sur leur santé physique. Donc, il y a des enjeux on voit beaucoup au niveau des maladies coronariennes et le diabète de type 2. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan de la performance, bien, ce qu'on sait, c'est que les gens, quand ils sont fatigués, ils font plus d'erreurs. Quand ils sont stressés, ils vont faire plus d'erreurs. Et c'est aussi dans les moments de stress que les gens ont le plus d'accidents en milieu de travail. Donc, on sait qu'à ce moment-là, s'ils ont des accidents, on nuit à la performance aussi en termes de travail. Donc, ce que la loi nous oblige, c'est de travailler sur tout ce qui touche l'organisation du travail. On a parlé beaucoup avec le film ce matin et les sondages. On vous demandait la charge, on vous demandait les éléments de sondage. Ce sont les facteurs de risque psychosociaux au travail, ce sont les facteurs d'organisation du travail. Donc, ce sur quoi on doit travailler, bien, gérer la charge de travail. On va travailler les rôles et responsabilités, on va travailler la communication, on va travailler les facteurs de conflit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que vous avez nommé ce matin, qui revient avec la notion de communication, ce qui sont les plus grands stress pour les gens, c'est de ne pas avoir les bons codes. Hein? Donc, quand on va parler de communication, là, Francine nous a nommé, là, j'ai une maîtrise en communication organisationnelle. Ce qu'on va parler quand on parle de communication, c'est d'avoir des codes communs. Qu'est-ce que ça veut dire tel geste? Qu'est-ce que ça veut dire tel mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, cette communication-là va nous aider à créer la cohésion. La cohésion va nous permettre de créer de la cohérence puis d'accélérer. Donc, on en a parlé. Je pense que c'est davantage Marie-Ève qui en a parlé de l'importance de créer du sens au travail. Mais ce sens-là, si on n'a pas les codes communs, on n'aura pas le même sens commun. Et c'est un peu ce qu'on doit aller livrer. Et c'est comment on s'organise ensemble pour bien réussir sans se créer de la surcharge. Donc, on va voir que c'est des facteurs quand même importants, vous les avez nommés, qui vont être avant d'arriver aux facteurs plus à risque comme un épuisement professionnel, mais ce qu'on veut surtout éviter, en plus du facteur d'épuisement professionnel, c'est le suicide. Hein? Donc, ça arrive quand même dans certaines organisations parce que les gens sont à bout de leur travail et ne voient plus de solutions de ressources. Donc, ça veut dire que leur taux d'émotion négatif est tellement élevé qu'ils ne voient plus aucune option positive. Et nous, on doit intervenir bien avant ces facteurs-là. Donc, prévention primaire et prévention, c'est ça. Prévention primaire et versus secondaire et tertiaire, on voit le focus, donc l'intention et intervention organisationnelle versus intervention individuelle. L'intervention secondaire, c'est une intervention qui s'adresse peut-être, oui, parfois on va le faire à nos équipes, on va créer des formations sur la gestion du stress, on pourrait faire des formations sur la communication. L'outil sert un collectif, mais on personnalise donc la solution, on outille nos gens pour avoir la solution, alors que, qui est bien, mais avant ça, il faut quand même régler les facteurs organisationnels. Donc, dans les interventions organisationnelles, on va avoir tout le volet ressources humaines qui sont les politiques,
les procédures, donc les normes, comment nous, on décide de faire des choses. Fait que ce matin, j'ai entendu des belles choses de votre côté. Donc, il y en avait beaucoup qui avaient la norme sur la déconnexion. Donc, on se donne des règles, comment on fonctionne. Donc, après 5 heures, on ne le fait plus. On programme notre envoi de courriel. L'autre personne va le recevoir après. Donc, après étant le lendemain. Donc, on va se donner des conditions où on veut officialiser que le ressourcement est important. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est important dans les facteurs de prévention en santé psychologique, c'est combien de temps j'ai pour me reposer avant de revenir. Et donc, sur le plan physique, on peut prendre une nuit de sommeil, c'est réglé. Sur le plan mental, c'est beaucoup plus long avant de récupérer si j'ai eu beaucoup de stress ou beaucoup de préoccupations, de grandes décisions à prendre. Donc, ceci étant dit, la différence entre la prévention primaire et la prévention secondaire, c'est le focus sur les solutions. Est-ce que les solutions, on les donne aux individus ou on les donne à l'organisation? Ce que la loi nous demande, c'est de donner le focus à l'organisation de se structurer. Donc, les interventions visent les programmes formels pour réduire les facteurs de risque psychosociaux et autres. Les interventions de type prévention secondaire sont des thèmes qui touchent directement un enjeu, donc le stress, la fatigue, l'organisation, priorité, etc., gestion du temps et des priorités, mais pour les individus. Et la prévention tertiaire, bien là, on va rentrer plus dans l'intervention plus lourde. Donc, ça veut dire que si vous avez des individus qui avaient des enjeux de dépression, d'angoisse, peu importe, bien, on va référer soit au PAE ou à un psychologue pour les aider. On va peut-être leur payer un spa ou autre, là, tout dépendant à quel niveau d'intensité vous voulez intervenir sur la prévention tertiaire. Mais c'est vraiment, on parle ici d'intervention plus clinique, là, presque. On a un petit tableau qui nous aide à voir là, c'est quoi la progression vers les troubles mentaux. Donc, on a la santé psychologique, c'est quand ça va bien aussi. Hein? Donc, on avait tantôt, on peut être dans l'empathie quand ça va bien et aussi quand ça ne va pas bien. C'est la même chose avec la santé psychologique. La santé psychologique qu'on veut, c'est dans la base de la pyramide, c'est que nos gens soient bien au travail. Si on veut qu'ils soient bons, il faut qu'ils soient bien. Et quand on va parler d'être bien, c'est être bien physique et bien psychologique. Donc, sur le bien-être psychologique, ça veut dire qu'ils doivent sentir qu'ils peuvent s'exprimer, nommer leurs besoins, nommer leurs limites sans risque de perdre leur emploi. Ça, c'est le premier principe de base. Ensuite, sans être jugé. Et c'est là que ça devient un peu plus difficile là, sur le plan organisationnel parce que générationnellement, on le voit. Hein, vous avez nommé que la façon de travailler, l'intensité au travail, ou en tout cas ce qu'on va appeler le dévouement au travail, n'est pas perçu de la même façon d'une génération à l'autre. Donc, un jeune qui va vouloir prendre soin de lui, prendre plus de congés, etc., va être probablement jugé par une personne plus expérimentée dans son organisation parce qu'elle va dire, ben moi, j'ai fait ces sacrifices-là, ils ne veulent pas travailler. Donc, comment on va sensibiliser l'organisation à percevoir les nouvelles normes, là, si on veut, de comportement organisationnel sur la gestion du temps au travail, la performance et autres. La détresse psychologique, c'est là qu'on va voir les premiers signes, donc la fatigue, l'anxiété qui va monter, les hésitations. Puis là, ce matin, Catherine Boulos vous a montré beaucoup de facteurs de progression. Qu'il y avait aussi des changements de comportement, des changements de comportement sociaux, des changements de comportement alimentaire aussi. Et quand on est en train d'observer que les gens qui étaient très sociables socialisent moins, ils passent plus de temps dans leur bureau, des gens qui avaient une alimentation déjà un peu plus saine, mais qui commencent à consommer un peu plus de café, d'aliments gras ou d'aliments sucrés. Donc, vont être des facteurs là, qui nous indiquent là, que les gens vivent du stress. Et bien là, ça se peut qu'à une journée ou deux, ça soit comme ça, mais si ça se maintient dans le temps, c'est là qu'on doit commencer à penser quelles seront nos possibilités d'intervenir là-dessus. Donc, ce qu'on dit dans la détresse psychologique, c'est un résultat d'un ensemble d'émotions négatives ressenties par un individu
qui, que se présentent avec persistance, peuvent donner lieu à des syndromes de dépression et d'anxiété. Donc, ce que vous devez être à l'affût, c'est la durée de ces changements de comportement-là, parce qu'on va avoir des signes pouvant mener à des troubles plus graves. Donc, un trouble anxieux qui va être passager ou permanent, la dépression ou le burn-out. Donc, si c'est des facteurs plus individuels, ça va être la dépression. Si c'est des facteurs plus organisationnels, ça va être le burn-out. Puis, nécessairement, tous les autres troubles de santé mentale qu'on va pouvoir diagnostiquer avec le DSM, là, qui n'appartient pas, ce n'est pas dans votre responsabilité à vous d'être capable de diagnostiquer un trouble de santé mentale. Ce qu'on doit être en mesure de faire, c'est de voir les signes avant-coureurs et de voir comment on peut organiser le travail pour ces gens-là pour ne pas qu'ils tombent dans le trouble mental, parce que dans certains cas, le trouble peut devenir sévère et persistant. Et donc, c'est vraiment cette partie-là qu'on ne veut pas aller. Des questions jusqu'ici? C'est bon? Donc là, c'était la partie comme on met l'information de base. Donc, il y a une loi qui est là. Vous avez des obligations légales à rencontrer. C'est rentré en vigueur depuis octobre l'année passée. Depuis avril 2022, c'était les facteurs commencer à mettre en place un mécanisme d'analyse de vos risques psychosociaux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quel modèle ou sur quoi vous allez vous baser. Donc, méthodologiquement, qu'est-ce que vous allez choisir pour définir votre analyse des risques psychosociaux? C'est quoi vos unités de mesure, etc., etc. Donc, vous en ai nommé 3 là, tantôt qui pouvaient servir. Il peut y en avoir d'autres, sauf que là, actuellement, votre devoir, c'est de commencer à mettre en place ce mécanisme-là de mesure et d'analyse pour pouvoir, en 2024, être prêt et annoncer au gouvernement là, quels seront vos plans d'action 2025 et jusqu'à 2028. Donc, ça va être des plans de 3 ans. Donc, par rapport à la performance sur les facteurs de risque psychosociaux, on va avoir nécessairement celui qui est quand même le plus important, c'est la charge de travail. Comment on va définir la charge de travail? Donc, la charge n'est pas simplement une charge physique, c'est la charge mentale. C'est surtout ça qui nous importe là, dans la notion de risques psychosociaux, c'est comment les gens perçoivent leur travail. Donc, selon Golac, il y a 3 thèmes importants qu'on doit considérer dans la charge de travail. L'intensité du travail et du temps de travail. Donc, dernièrement, on a un beau cas avec Elon Musk là, qui demande à ses employés de revenir au bureau et d'augmenter leur période d'intensité au travail. Sinon, ils sont congédiés. Donc, déjà, la menace de congédier quelqu'un est un facteur de risque. La deuxième, c'est qu'on augmente leur taux de travail. Donc, on demande qu'ils augmentent leur intensité de travail. Là, je ne connais pas leur réalité. Est-ce qu'ils étaient vraiment en sous-performance, puis on veut rééquilibrer, donc il nous manque des indicateurs, mais ce serait quand même une commande qui pourrait augmenter son taux de burn-out là, dans son organisation. Donc, c'est un avantage pour lui de ramener les gens au travail. Ça va peut-être être un autre s'il crée une hausse du taux d'absentéisme et d'épuisement professionnel. Donc, dans l'intensité de travail et du temps de travail, il y a le rythme et la charge de travail. Il y a les objectifs irréalistes ou flous. On va parler aussi du changement fréquent des priorités. Donc, tantôt, vous avez été nombreux à être dans la gestion du temps et des priorités. Et je présuppose que si vous avez été nombreux là ou nombreuses là, c'était que dans vos organisations, c'est un facteur qui revient beaucoup. Et la principale cause, c'est que souvent, ce qu'on voit, c'est que les priorités changent extrêmement rapidement, sans explication, souvent même dans une même journée. Et donc, ça, c'est des facteurs qui créent du désengagement. Le premier facteur que ça crée, c'est du désengagement. Les gens s'investissent avec énergie et du jour au lendemain ou d'heure en heure, on leur dit « arrête de faire ça puis mobilise-toi sur d'autres choses. Je suis à
3/4 d'avoir fini mon travail. J'ai été investi, puis on me demande de ne plus le faire, puis de me remettre dans d'autres choses. Donc, probablement, vous avez entendu la statistique que si vous êtes en train d'être concentré sur une tâche, puis vous répondez à un appel ou un courriel, vous en avez pour 10 minutes à vous en remettre. C'est à peu près la même chose, sinon plus, pour demander à un employé de changer sa priorité de performance au travail sur une autre orientation plus prioritaire pour quelqu'un d'autre que cette personne-là, mais elle s'est mobilisée là-dedans. Fait que son premier réflexe, ça va être de se désengager, surtout si c'est une récurrence. On perd la confiance dans son gestionnaire parce que la première réplique que les gens vont dire, c'est que vous ne savez pas planifier. Donc, nos gestionnaires ne sont pas bons. Fait que moi, je ne m'implique pas avec une organisation qui ne planifie pas. C'est ça le travail des gestionnaires de planifier, puis ça change. Donc, on brise la confiance. Et plus ça dure, plus les gens vont se fatiguer et développer du cynisme sur leur travail. Et c'est déjà 2 des facteurs principaux sur 3 qui découlent ou qui peuvent mener à un épuisement professionnel. Donc, les gens se désengagent, les gens développent du cynisme et ensuite, bien, les gens sont juste négatifs et décident de quitter en arrêt de travail par épuisement. Donc, introduction je continue sur l'intensité de travail. Donc, introduction contradictoire, exécution d'une tâche sans cesse perturbée, durée et organisation du temps de travail qui s'intensifie sur des longues heures. Donc, on sait que c'est des facteurs qui vont jouer pour beaucoup. L'autre facteur, c'est l'exigence émotionnelle. Donc, on sait que dans le milieu de la santé, entre autres, dans le milieu de l'éducation, dans les milieux humains, le facteur émotionnel est très important. Donc, là, pour les personnes qui sont gestionnaires et ou en ressources humaines, qui avaient à rencontrer plusieurs personnes, puis avec la pandémie, on l'a vécu beaucoup, les confessions, on fait face à la nervosité des gens, à leur angoisse face à la maladie, aux facteurs que l'isolement a créé comme bris psychologique chez les gens. On reçoit tout ça. Si on n'est pas formé, bien, on peut tomber dans la sympathie, comme ça a été vu avec Marie-Ève. Et ce que ça veut dire de toute façon, c'est qu'on retient une grande charge émotionnelle. Ce qui se communique le plus dans nos organisations, ce sont les émotions. Et on a beaucoup cette charge-là. Il faut être capable de la gérer, de la redistribuer positivement, etc. Donc, plus notre travail a une haute exigence émotionnelle, plus on est à risque. Et ensuite, l'autonomie. Donc, plutôt, moins il y a d'autonomie, donc autonomie décisionnelle, plus on augmente les facteurs de risque. Donc, peu de choix ou marge de manœuvre, peu d'initiatives possibles, peu de participation aux décisions, peu d'utilisation de compétences ou peu de développement de talent. Donc, nécessairement, on crée de l'augmentation des facteurs de risque psychosociaux au travail. Donc, quand on va travailler sur la performance et la santé psychologique, on va vouloir travailler principalement sur s'assurer que les gens ont une charge de travail mentale, donc qu'ils ont une perception qu'ils sont capables de faire le travail, qu'ils ont une solidarité ou qu'en tout cas, qu'ils vont pouvoir exprimer leurs émotions, avoir une soupape à quelque part, et on va leur donner de l'autonomie décisionnelle. Donc, les mécanismes de prévention, pas les mécanismes de prévention, mais les mécanismes de participation visent, entre autres, à redonner une certaine autonomie ou certains pouvoirs décisionnels aux employés sur quels sont les facteurs sur lesquels ils ont envie de travailler ou de contribuer avec l'organisation en termes de prévention et comment ils peuvent améliorer leur milieu de travail et principalement leur poste de travail, que ce soit un poste physique ou un poste de bureau. Donc, nécessairement, ça va être des facteurs qui vont jouer pour beaucoup. Sans rentrer trop dans le détail du modèle qui est ici, c'est un des modèles scientifiques là, sur lesquels la science de la santé publique se base là, pour parler d'éléments pandémiques là, sur la santé psychologique au travail. C'est le modèle en 3 facteurs, là, demande, latitude, soutien. Donc, plus la demande elle est
autoritaire, plus la demande, elle est aussi en termes de command, là, en anglais, et plus elle est aussi une demande en termes d'exigence psychologique, ben, on augmente les facteurs de stress. Moins il y a de soutien de la part de l'employeur ou du gestionnaire et moins il y a de soutien de la part de l'équipe, plus on augmente les risques d'épuisement professionnel. Et le dernier, c'est toute la partie, dans le fond, l'attitude. Donc, quelle est la marge d'autonomie ou la latitude que les gens ont sur la gestion des priorités pour leur travail. Donc, ça, ce facteur-là, là, c'est une équation à tenir en compte. Si vous voulez augmenter la performance de vos équipiers au travail, bien, si vous êtes un gestionnaire là, ou une gestionnaire, ça va être important de dire, prendre conscience de est-ce que ma commande, elle est exigeante sur le plan émotionnel? Est-ce que ma façon de le demander, elle est trop drastique? Est-ce que je donne une marge de manœuvre à mon employé ou à mon équipe? Et est-ce que je crée un soutien? Est-ce que j'offre des solutions ou des moyens pour que mon employé puisse rencontrer les exigences? Et est-ce que je suis en mesure de créer un esprit d'équipe pour le faire? Et ça, c'est une équation importante là, sur la performance. Une autre équation qui va être importante, c'est la reconnaissance là, du déséquilibre effort-reconnaissance. J'ai été surpris parce que vous n'avez pas été nombreuses à voter sur le plan de vouloir travailler sur la reconnaissance, mais probablement que si on avait fait le sondage avec vos employés, c'est ça qui aurait été le plus élevé. Majoritairement, c'est un des thèmes qui est le plus fréquent. Donc, pour nos employés, ils ne sont jamais assez reconnus. Donc, comment on voit sur l'équilibre effort et reconnaissance, mais plus ils ont l'impression d'en mettre davantage de leur énergie au travail, de leur talent au travail, moins ils ont de reconnaissance, plus ils vont, commencer par se désengager et deux, maintenir un cynisme et tomber en épuisement professionnel. Et donc, l'élément de reconnaissance va être extrêmement important. La première façon qu'ils vont vous l'adresser, c'est on veut une augmentation salariale. Quand on demande l'augmentation salariale, c'est un des premiers signes que pour eux, la charge de travail, elle est déjà énorme et ils considèrent qu'ils ne sont pas rémunérés ou reconnus à leur juste valeur. Je dirais que c'est une fausse demande. C'est la première demande qu'ils savent comment l'exprimer, mais souvent, le vrai besoin est d'avoir de l'estime et du respect dans leur effort, dans les sacrifices qu'ils sont obligés de faire et avoir d'autres éléments de reconnaissance plus structurants dans l'organisation, comme des promotions ou de la visibilité plus organisée sur les efforts qu'ils ont faits et les bons coups qu'ils ont faits. Donc, là-dessus, moi, j'aime beaucoup me comparer nos organisations, le milieu de travail au milieu sportif. Et pour celles et ceux là, qui suivent le Canadien de Montréal, bien, je dirais que Martin Saint-Louis incarne très bien le leadership qu'il faut mettre en place pour régénérer un sentiment de sécurité psychologique et s'assurer que nos gens sont en mesure de pouvoir performer. Et il fait beaucoup d'éléments de reconnaissance sur les efforts du groupe, des individus, les bons coups. Il essaie de parler le moins négativement possible de l'équipe ou des individus. Son discours et sa vision essaient d'être constamment davantage sur ce sur quoi il est fier des gens. Puis on le voit, là, les statistiques le montrent, ils sont quand même dans une meilleure performance que ce que bien des gens auraient pensé. Donc, c'est les deux schémas là, ou les deux modèles théoriques là, sur lesquels vous pourriez vous baser pour dire comment on peut s'assurer qu'on va concilier performance et santé psychologique. Donc, la première, est-ce qu'on offre une façon de donner de l'autorité et de passer des commandes, des changements de priorité de façon peut-être moins drastique, avec plus de latitude et offrir les moyens, les soutiens à notre équipe pour le faire? Et est-ce qu'on donne assez de reconnaissance, formelle ou informelle,
Donc, quand on va parler du formel, bien, vous savez, c'est tous les mécanismes que l'organisation peut mettre en place, là, comme les programmes mensuels ou annuels de bons employés, etc. Les augmentations salariales aussi, les primes de performance, etc. Puis l'informel, c'est tout ce qui va passer par le relationnel, qui va être la tape dans le dos ou les bons mots pour les gens qui auront fait les éléments positifs. Donc, on va voir que sur les éléments, les principaux facteurs là, que vous soyez en termes de ressources humaines ou de gestionnaire, le leadership va être un élément fondamental sur la prévention des facteurs psychosociaux. Donc, ça va être plus notre leadership est positif, plus ça va être un facteur de protection, plus il est négatif, plus ça va être un facteur de risque. Donc, l'autorité et la pression de performance sont deux facteurs qui peuvent être pris en charge par les leaders ou le personnel cadre. Donc, moi, je les associe ensemble, mais c'est un biais personnel que j'ai de vouloir que nos personnels cadres soient des leaders, mais je sais que ce n'est pas toujours la situation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je dois m'assurer comme personne en autorité dans mon organisation oui, peut-être promouvoir la performance, mais de m'assurer que les gens ne se sentent pas une pression indue. Donc, l'image qu'on a, c'est presser le citron. Le leader doit prévenir les facteurs de stress et d'épuisement. Ça fait partie des nouvelles obligations légales qui sont là. Fait qu'au final, ce que tous les mécanismes de prévention et les mécanismes de participation, ce qu'ils veulent au bout du compte, c'est s'assurer que quand on donne du travail aux gens, on s'assure qu'on ne les met pas dans des situations de stress et surtout pas d'épuisement. Donc, c'est vraiment les calculs qu'on doit se faire en termes de leader. On travaille, nous, avec un modèle qui est basé sur Daniel Goleman. Donc, Daniel Goleman, c'est le père de l'intelligence émotionnelle. Et donc, dans l'intelligence émotionnelle, il y a un grand facteur sur l'empathie, entre autres. Et il identifie, lui, 6 styles de leader là, que nous, on a traduit là, par le directif, le champion, le collaboratif, le visionnaire, le participatif et le coach. Donc, pour chacun de ces types de leaders-là, ils ont un impact sur le stress s'ils sont bien ou pas bien utilisés. Donc, les deux seuls qu'il faut faire un petit peu plus attention, c'est le leader directif et le leader champion. Ce sont nos modèles traditionnels. C'est les deux types conventionnels de leadership qui peuvent impacter beaucoup nos facteurs de stress parce que le directif, on va l'utiliser avec une surcharge là, qu'on va l'appeler le micromanaging, là, quand on fait de la microgestion, puis on est en train de dire à toutes les personnes qui doivent faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis on enlève toute l'autonomie, bien, on vient directement toucher notre facteur de Karasek, là, qui était demande, platitude et soutien. Ce n'est pas un leader qui offre beaucoup de soutien, sauf d'avoir un bon plan. C'est quelqu'un qui pourrait malheureusement enlever beaucoup d'autonomie. Et quand on suit le plan, on suit le plan, fait qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre et souvent on a une approche directive, c'est pour ça qu'on l'appelle le directif. Donc, il peut être intéressant à court terme, mais à moyen long terme, il devient toxique dans nos organisations. La même chose avec le champion. Le champion, c'est que son enjeu, lui, c'est qu'il offre c'est un intuitif et ses objectifs sont souvent flous et très peu de gens sont capables d'atteindre les objectifs du champion parce que ce sont ses objectifs à lui qui découlent sur les autres, mais c'est lui le meilleur. Hein? Donc, il faut faire attention à ces types de leaders-là. Pour l'ensemble des autres, le collaboratif, sur le plan de la santé psychologique, son plus grand risque, c'est de tomber dans la sympathie. Okay? Donc, c'est quelqu'un qui aime les relations, qui crée des relations, mais là, il faut faire attention pour ne pas tomber dans la sympathie avec ce type de leader-là, parce qu'on l'a vu avec Marie-Ève, ce n'était pas plus aidant d'être sympathique aux gens. Donc, les trois autres vont être des leaderships qui vont être importants sur le plan des nouvelles normes là,
au travail. Donc, le leadership, on va miser davantage vers le leadership participatif et coach. Le leadership participatif va permettre aux gens de contribuer, donc avoir plus d'autonomie dans leur travail, mais on maintient quand même des objectifs clairs, etc. Mais la contribution des gens, elle est beaucoup plus présente. Et le leader coach va être vraiment celui qui offre le soutien technique et psychologique aux travailleurs. Donc, on voit là, que c'est vraiment les deux tendances là, qui se développent actuellement dans ce qu'on va appeler le nouveau leadership. Et c'est là-dessus principalement que sont basées les études en psychologie du travail puis en psychologie de la santé publique pour définir quels sont les enjeux des leaders là, sur les facteurs de risques psychosociaux. Donc, plus spécifiquement, là, qu'est-ce qu'un gestionnaire là, peut offrir pour protéger la santé psychologique de ses travailleurs? Il y a 3 éléments qui sont non négligeables, là, qui sont proposés par l'INSPQ. C'est le soutien informationnel, donc avoir des objectifs clairs, avoir des échéanciers clairs et toute autre information qui permet d'orienter l'action au travail. L'autre, c'est le soutien opérationnel, donc d'offrir les bons moyens pour réussir. Donc, gérer et offrir les ressources nécessaires pour le rendement, assurer la santé et sécurité au travail, coordonner le travail interéquipe, clarifier les rôles et responsabilités. Nous, on rajoute le RACI. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le RACI, mais c'est comme une échelle de responsabilité qui doit réaliser la tâche, qui doit autoriser les changements, qui doit être consulté, qui doit être informé. Donc, on construit l'équipe, puis on oriente les actions envers différentes personnes dans l'équipe, et donc ça réduit de beaucoup les conflits et les erreurs de productivité. Et le dernier, c'est là que c'est peut-être la nouvelle partie qui va être plus difficile, puis si vous êtes en ressources humaines, c'est là que ça devient intéressant de former vos gestionnaires sur l'approche d'intelligence émotionnelle ou de l'empathie, parce que ce qu'on demande, c'est le soutien émotionnel. Et c'est la plus grande lacune qu'on a chez nos gestionnaires, c'est la partie de la gestion émotionnelle. Donc, on veut dire varier son style de leadership selon les situations, donc ne pas nécessairement par individu. Donc, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de gens vont s'adapter un à un, donc ça, c'est correct pour la communication, mais sur le plan individuel, comme leader, je ne peux pas faire de l'adaptabilité pour chacun parce que là, c'est ce qu'on risque de créer, comme on a vu ce matin, c'est le sentiment d'injustice organisationnelle. Donc, ce qu'on souhaite, c'est l'équité. Et pour être équitable, on doit être le rempart de jusqu'où je peux m'adapter à certains individus ou pas. Et là, ça va être différent que d'être dans l'écoute des besoins des gens. Donc, je peux être dans une écoute empathique pour tous et avoir une profondeur puis une durée relative à chaque personne, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être besoin de plus. Mais quand on a des demandes qui touchent l'organisation du travail, je ne peux pas changer mon orientation ou ma décision d'une personne à l'autre, parce que là, on va créer de l'injustice organisationnelle qui est un troisième facteur d'enjeu sur la santé psychologique. Donc, on arrive à la fin. Piste de protection pour stimuler l'esprit d'équipe. Donc, c'est le deuxième facteur sur lequel on peut jouer comme gestionnaire. Donc, créer l'esprit d'équipe, la cohésion dans l'équipe. Parmi les facteurs de protection, on avait une bonne gestion du temps, des priorités, la charge de travail, donner de l'autonomie et le soutien social. Donc, dans le soutien par les pairs et ou par le gestionnaire. Fait que là, le gestionnaire peut être un générateur d'esprit d'équipe. Donc, on dit à l'aide d'un leadership basé sur l'intelligence émotionnelle, le leader collaboratif, participatif et coach sont des leaders qui permettent de générer ce sentiment d'équipe, d'appartenance fort dans l'organisation. Donc, on doit, sur le plan purement opérationnel et organisationnel, avoir un leadership directif, donc dans le sens où on va donner des objectifs, des échéanciers, nos KPI, mais après ça, il faut rapidement aller d'un côté plus humain et plus d'équipe pour que les gens puissent s'entraider
dans la charge de travail, dans les épreuves qu'ils vivent dans notre quotidien professionnel et célébrer les bons coups aussi. Donc, dans les moyens de générer les enjeux de santé psychologique, les facteurs de protection vont être de célébrer les succès. C'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup dans nos organisations, mais qu'on fait beaucoup dans nos sports et loisirs. Donc, un joueur fait un but, on lève les bras, tout le monde est reconnaissant de ce facteur-là. Malheureusement, au travail, les gens vont faire ça. Bien là, je ne peux pas le faire de la reconnaissance, je vais le gâter. Puis si je fais ça, après ça, il va en demander plus, puis il va en demander plus. Mais c'est une fausse perception parce que les gens, c'est suffisant d'avoir des félicitations de son patron, mais aussi de l'équipe pour chaque fois qu'on progresse vers le succès. Et donc, ce qu'on veut comme gestionnaire, développer l'esprit d'équipe et développer un climat de sécurité psychologique. Donc, là, favoriser une place où l'échange d'informations peut être fait sans être jugé, sans avoir peur qu'on me critique ou qu'on me dénigre ou qu'on me mette dehors parce que je n'ai pas une opinion similaire aux autres. Et favoriser l'échange d'informations. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné dans notre période de travail et favoriser la possibilité de contribuer aux solutions. Donc, ce vont être les facteurs qu'on peut mettre en place comme leader là, et réduire les risques d'enjeux psychosociaux au travail. Voilà. Il reste presque plus de temps, mais je ne sais pas si vous avez des questions. L'idée, c'était vraiment là, de faire un bloc puis de remettre toutes les pièces d'informations qu'on a eues aujourd'hui, puis les remettre maintenant, dans mon rôle de gestionnaire ou de ressources humaines, comment je peux m'organiser pour justement avoir de l'influence sur les enjeux de santé psychologique au travail. Francine, est-ce qu'on a peut-être 2 à 5 minutes là, pour prendre des questions? Ben oui, oui, oui. S'il y a. S'il y a des questions. Non, c'était assez clair. Il n'y a personne dans le chat non plus. Il y a quelqu'un qui doit quitter maintenant, d'accord? Parfait. Donc, je te laisse la parole en conclusion. Je te remercie beaucoup, Patrick. C'était un volet très intéressant, très complémentaire par rapport à tout ce qui a été dit dans la journée. Alors, c'est très apprécié. Merci. Pierre-Luc? Oui, toujours là. Bonjour, Pierre-Luc. Dis-moi, est-ce que tu as ton questionnaire d'évaluation? Oui, exactement. Je voudrais vous partager justement le questionnaire de retour pour aujourd'hui. C'est une journée qui est enrichissante pour nous aussi de savoir comment vous avez vécu la journée. C'est quelques petites questions. Je vous invite à le faire maintenant. Je vais vous le partager directement dans le chat sur Zoom. Donc, on pourrait prendre un petit, ça prend 1 minute, même pas, puis c'est fait. Comme ça, nous autres, ça nous aide énormément, puis on apprécie vraiment beaucoup ce retour-là pour faire des améliorations. Puis aussi, ben, pour Francine, merci encore pour cette journée. Oui, de j'aimerais beaucoup avoir les commentaires des gens. Donc, merci à toi, Pierre-Luc, hein, particulièrement, ta co-animation. Et puis, le film Post-Mortem qui était vraiment très à propos. Ben oui, merci. Voilà, c'est une belle façon de création. le faire au Sénacologue. On ne l'avait jamais fait comme ça. Puis, c'est une belle c'est création. formidable. Oui, l'atelier. C'est bien. Voilà. Ouais, super. Je vois déjà des gens qui ont rempli le questionnaire. C'est vraiment apprécié. Je vois que ça commence à rentrer. Fait que c'est super. Comme je vous dis, ça prend une petite minute, puis c'est fait. Une affaire de faire OK. un sur une liste. Fait qu'on vous laisse un petit moment là-dessus. D'accord. Je laisse encore un peu de temps là-dessus encore. Oui, je pense que le monde est en train de le faire justement en ce moment. OK. Tu me le dis, je vais donner le mot de fin. Certainement.
C'est bon? Oui, c'est bon, ça rentre encore, mais là, tout en bloc, fait que je pense que ça arrive proche de la fin, fait que je pense que tu peux commencer ton mot final. D'accord, d'accord. Bien, avant de vous laisser, j'aimerais beaucoup vous remercier pour votre présence et remercier également les experts, Pierre-Luc, Annie, Patrick, Catherine et Marie-Ève. Leur collaboration m'a été très précieuse. De votre côté, j'espère que ce que vous avez vu et entendu aujourd'hui va vous aider à mieux gérer les problématiques rencontrées dans vos activités quotidiennes. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite bonne chance et bonne continuation dans vos efforts. Quant à nous, on est toujours là si vous avez besoin. Ce que je compte faire, c'est vous transmettre les coordonnées de chacun des intervenants. Donc, vous pourrez les contacter si jamais vous avez une problématique, quelque chose. Alors, là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et peut-être à la prochaine. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée. Bye-bye. Bye. Merci, au revoir. Où puis-je trouver les documents? Tu parles du questionnaire? C'est sur le chat. Ah, la personne. Moi, de Mélanie Vincent. Où puis-je trouver le document? Ben, je pense que c'est... Oui, je suis toujours là. Oui. En fait, là, au départ, là, les présentations avaient été, on nous avait dit qu'on aurait peut-être accès. Là, j'ai pas vu de lien. Je ne sais pas si je suis mieux de contacter directement chaque intervenant. Là. Je voulais savoir où je pouvais trouver ça. Je comprends pas. Qu'est-ce que... Présentation. Au début de la journée, là, j'avais demandé est-ce que je dois prendre des notes ou les présentations vont nous être données. Puis on nous a dit qu'on pourrait avoir accès aux présentations. Non, il y a seulement la conférence de fin qui a été enregistrée. Non, je parle vraiment du document, là, de la présentation PowerPoint. Ah, OK. Ben, nous, on peut, puis je viens d'en parler avec Patrick aussi, qui est encore ici, là, on va pouvoir fournir à OK, Francine d'accord. la présentation. C'est Puis ça. avec le courriel d'envoi de fin, Francine, si tu veux les joindre, ça va nous faire plaisir de nous les partager. Absolument, absolument. Je vais vous envoyer les coordonnées, puis aussi des documents, puis on fera un suivi avec vous, là, de toute manière, suite à cet événement. Parfait. Ça va être fait d'ici une semaine à peu près. Pas de problème. Laissez-nous une semaine. Pas de problème. Merci beaucoup pour tout. Bonne fin de journée. C'est bien, Mélanie. Merci. Merci. Au revoir. On a beaucoup de remerciements.